Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13 h. Voici les titres de votre journal. Un conseil des ministres a lieu depuis ce mercredi matin au palais de la présidence de la République. Une rencontre présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le premier vol direct Abidjan, États-Unis d'Amérique aura lieu le 10 mai prochain et c'est Ethiopian Airlines qui l'assurera. Le ministre des Transports, Amadou Koné, en a fait l'annonce hier mardi. C'est l'aboutissement de plusieurs accords passés entre le gouvernement ivoirien et l'aviation civile éthiopienne. Et puis, hier mardi, un responsable du département d'État a déclaré que les États-Unis ont envoyé 60 millions de dollars à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens pour qu'elle puisse continuer d'opérer, mais ont retenu le versement de 65 millions supplémentaires. Nous sommes mercredi 17 janvier 2018 et un conseil des ministres a lieu ce matin au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes de reportage sont également sur place. Leur reportage complet dans nos prochains journaux. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, a procédé hier au lancement de son nouveau bulletin d'information dénommé Impact Développement, un magazine de 16 pages qui met en exergue les résultats et l'impact de l'action gouvernementale. Il sera édité tous les mois en version numérique et est destiné à l'ensemble de la population dans toutes ses composantes. C'était en présence du ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Herman Guivet. Un magazine pour informer sur les actions de développement engagées par le gouvernement. Un magazine pour donner plus d'impact aux politiques mises en œuvre par le gouvernement au bénéfice des populations. Disponible en version numérique sur le site www.gouv.ci, mais également en version physique. Il est officiellement présenté aux médias, aux structures de communication ministérielles et autres partenaires au développement, en présence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour l'occasion. Ce magazine est un produit du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Des progrès ont été réalisés, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, de l'électricité, de la santé, des routes, etc. Notre défi à nous, au niveau du Centre d'information et de communication gouvernementale, est de montrer ses acquis, d'en faire un très large écho. Impact Développement, cet outil que nous présentons aujourd'hui, est un élément parmi tant d'autres qui sera affecté à cette mission de communication. Une initiative fort appréciée par le ministre de la Communication, mais qui devra s'accompagner de certaines exigences professionnelles. Ce type de communication doit continuer, et de manière plus forte. Cela exige des différents départements ministériels de disposer de services de communication à la hauteur des nouveaux enjeux. Des services qui sont capables de fournir des informations de qualité et de communiquer sur les activités de leurs ministères respectifs et sur tous les supports, et communiquer bien entendu en temps réel. Et justement, que pensent certains responsables de communication ministérielle de ce magazine? C'est un magazine qui vient à point nommé pour donner toute la lisibilité nécessaire et les échos qu'il faut à toute l'énergie que le gouvernement déploie pour apporter les solutions aux problèmes que vivent les populations. Ce support-là manquait. Nous pouvons communiquer à travers les journaux, à travers la télévision, mais ce n'est jamais suffisant. Impact Développement permettra également d'atteindre d'autres cibles. Pour sa première parution, gros plan sur le programme Eau pour tous, le lecteur ira plus loin avec Amadou Gon Coulibaly, qui se prononce sur la collaboration du gouvernement avec le secteur privé. Les vols directs Abidjan, États-Unis d'Amérique, c'est pour bientôt. Ce sera une réalité le 10 mai prochain à 13 h exactement et c'est Ethiopian Airlines qui procédera au premier vol direct Abidjan, New York. Le retour de ce vol inaugural est prévu pour le 12 mai. L'annonce a été faite hier mardi par le ministre des Transports, Amadou Koné, et ce projet est l'aboutissement de plusieurs accords passés entre le gouvernement ivoirien et l'aviation civile éthiopienne dans un premier temps et dans un second temps, un accord avec la compagnie
compagnie aérienne éthiopienne. Les précisions de Cheikh Koné Aboubakar. Dans son discours à la nation en début d'année, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. La date de la première desserte est désormais connue. Je suis heureux de vous annoncer que le premier vol en direction des États-Unis, donc à New York, sera opéré donc, par Ethiopian le 10 mai 2018 à 13h. Donc le vol partira le 10 mai 2018 à 13h. Et le retour se fera donc le samedi 12 à 15h. Au niveau technique, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire se chargera de faire le ramassage des voyageurs de la sous-région pour les convoyer sur Abidjan, afin de faciliter la tâche à Ethiopian Airlines qui les achemineront par vol direct vers les États-Unis. En contrepartie, les billets d'Air Côte d'Ivoire seront vendus dans les guichets d'Ethiopian Airlines aux États-Unis. Le premier bénéficiaire donc, de cela, et grâce aussi à qui c'est rendu possible, c'est Air Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez Air Côte d'Ivoire qui est devenue la compagnie leader en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et qui a un hub important qui est le hub d'Abidjan, que donc, cette liaison aujourd'hui est possible. Si elle est possible en s'appuyant sur Air Côte d'Ivoire, ce qui donne des perspectives importantes donc, pour Air Côte d'Ivoire. C'était essentiel et qu'on en avait besoin que ce pays qui est majeur dans la CEDEAO et dans l'Afrique de l'Ouest soit relié directement aux pays qui représentent toutes les institutions financières mondiales. Après cette annonce, le ministre des Transports a promis aux acteurs de la communauté aéroportuaire de trouver une solution à la lancinante question du coût de l'aéroport. Parlons économie à présent. Depuis le 2 janvier dernier, l'annexe fiscale 2018 est en vigueur. Elle est composée de 42 articles, dont 12 nouveaux. La FNICI, Fédération nationale des industries et services, a convié acteurs du secteur pour leur expliquer les composantes de cette annexe fiscale. Pour la FNICI, l'annexe fiscale 2018 a fait la part belle à la logique budgétaire et pénalisé les aspects économiques avec comme impact potentiel la réduction du taux de croissance. Noël Niagno. La loi des finances 2018, c'est plus de 6 756 milliards de francs CFA avec une prévision de recettes fiscales de plus de 3 406 milliards, soit 50,41% du budget 2018. De plus, il est demandé à l'administration fiscale une mobilisation de ressources supplémentaires. C'est le fondement de l'annexe fiscale. Seulement voilà, l'annexe fiscale 2018 tranche avec les pratiques qui ont eu cours jusqu'à ce jour. Au niveau de la richesse des articles déjà, il y en a 42, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu autant. Et derrière, elle force l'intérêt par le nombre de nouveaux impôts créés et le nombre d'impôts dont les taux ont été relevés. L'autre problème que nous avons avec cette annexe fiscale, c'est que cette annexe fiscale n'a pas respecté toutes les étapes de la dynamique partenariale État-secteur privé. Conséquence, l'annexe fiscale 2018 est pénalisante pour les secteurs de l'industrie et des services. À titre d'illustration, le secteur du cosmétique. Dans le secteur cosmétique, ce qui se passe, c'est que les importations frauduleuses et la contrefaçon gagnent du terrain chaque fois qu'on se retrouve avec des produits fabriqués localement dont les prix doivent croître. C'est un secteur qui représente, avec tous ces éléments, toutes catégories d'acteurs confondus, près de 160 milliards de chiffre d'affaires et c'est environ 7 à 8 000 emplois qui sont concernés dans ce secteur en Côte d'Ivoire. Ce sont ces paramètres économiques qui ne transparaissent pas dans l'annexe fiscale. Puis la présente annexe fiscale fait obstacle à l'inclusion financière en imposant les transferts d'argent. Taxer à 0,5%, c'est les transferts à partir de ces monnaies électroniques-là, nous paraît aller contre la politique d'inclusion financière quand on pense qu'au niveau des banques traditionnelles, la taxe hors UEMOA, qu'on appelle la TTHU, est de 0,06%, alors que la taxe sur les transferts s'élève à 0,5%. Autre effet contre-productif, la taxation des produits de rente comme le cajou, le palmier à huile. Si je rapporte la mesure au secteur du palmier, la retenue elle est de 2%. Pour la filière cajou, la retenue est de 7,5% aux producteurs.
Ça veut dire qu'il y a une instauration forte d'une retenue, ce qui laisse augurer de certaines difficultés qui pourraient donc apparaître dans le secteur de la filière cajou. Pays de dialogue, nul doute que les partis sauront s'accorder sur l'essentiel pour le bonheur de l'économie ivoirienne. Surtout. D'ici là, Aboussié Ouattara, le directeur général des impôts, s'est appesanti récemment sur le fondement de nouvelles taxes introduites dans le dispositif fiscal ivoirien. C'était au micro de notre reporter Jean-Louis Bangbo. 2 semaines après son entrée en vigueur, l'annexe fiscale 2018 a du mal à être acceptée par le secteur privé. Le directeur général des impôts a donc saisi l'occasion de cette rencontre avec les médias pour expliquer le bien fondé de ce nouveau dispositif fiscal. L'annexe fiscale pour la gestion 2018 a décidé de repositionner notre pays en matière de fiscalité en nous permettant de respecter la législation communautaire. Et donc, il est bon de savoir que cette réforme s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de notre pays. Une quarantaine de mesures fiscales décortiquées par Sié Abou Ouattara. Des mesures de soutien aux entreprises, comme l'exonération de la TVA sur les ventes réalisées à l'arrivée dans les magasins sous douane de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais également des mesures de pression comme l'augmentation des droits d'assises sur certaines boissons et le tabac. Certains de nos pays dans la même zone, les taxes sur les boissons, le Niger est à 50%, le Mali est à 50%, le Burkina qui est notre voisin est à 30%, le Sénégal à 45%, la Côte d'Ivoire était à 12%. La Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de la région, malheureusement se retrouvait le mauvais élève. Nous sommes signataires de la convention de l'OMS pour la lutte contre le tabagisme. Et cette convention a fait obligation aux pays signataires d'aligner leur fiscalité en matière de taxation des tabacs. Tout en précisant que le secteur privé a bien été associé à l'élaboration de ces nouvelles mesures, le directeur général des impôts a indiqué que la porte de la discussion reste ouverte. Ceci afin d'aboutir à un consensus autour de l'annexe fiscale 2018. On change complètement de sujet. Les travaux de restauration et de mise à niveau de 8 hôpitaux de référence, dont 3 CHR, centres hospitaliers régionaux et 5 hôpitaux généraux, ont été lancés mardi à Abidjan par le gouvernement ivoirien pour un coût d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. C'est l'hôpital général de Yopougon-Atié qui a abrité la cérémonie de lancement de ces travaux qui seront réalisés dans un délai d'environ 10 mois. Alexis Ouedraogo. 5 hôpitaux généraux, 3 CHR sont concernés par cette phase pour un coût d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Les travaux consisteront à réhabiliter avec ou sans extension, construire et équiper les CHR de Daloa, Korogo et Yamoussoukro, ainsi que les hôpitaux généraux d'Abobo Nord, d'Abobo Sud, d'Adjamé, de Yopougon-Atié et de Grand Bassam. Les 8 hôpitaux auront globalement une capacité d'hospitalisation de 524 lits. Chaque hôpital disposera des services habituels. Je veux citer entre autres les consultations, le laboratoire, l'imagerie, les blocs opératoires, la réanimation, le cabinet dentaire, l'ophtalmologie et autres. Pour les hôpitaux généraux d'Abobo Nord et de Yopougon-Atié, les plateaux techniques seront comparables à ceux des hôpitaux régionaux. Au nom des 3 entreprises retenues pour la réalisation des travaux, Armand Agoponzo a rassuré le gouvernement de sa volonté à l'accompagner sur ces grands défis. Nous mettrons tout en œuvre pour tenir les délais et fournir la qualité nécessaire. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, représentant le chef du gouvernement Amadou Gon Koulibaly, a invité les entreprises en charge des travaux au respect des délais et à la qualité des ouvrages. Notre système de santé a souffert pendant de longues années d'un sous-financement, ce qui a eu pour conséquence une dégradation globale du système sanitaire dans notre pays et une perte de confiance des usagers vis-à-vis des établissements sanitaires, notamment des hôpitaux publics. C'est donc pour corriger cette situation que dans le cadre du plan national de développement sanitaire, inclus dans le PND 2016-2020, le gouvernement a planifié la restauration d'ensemble des infrastructures sanitaires aux différents niveaux de la pyramide. Le coût de ce programme est évalué à plus de 577 milliards de francs CFA.
Ces actions s'inscrivent dans l'ambitieux programme de mise à niveau de 376 établissements sanitaires, dont 4 CHU, 17 CHR, 45 hôpitaux généraux et 322 établissements sanitaires de premier contact. C'est en ce moment une rencontre à l'intention des points focaux de l'Organisation internationale des épizooties chargés des produits vétérinaires au sein des pays francophones d'Afrique. Cette réunion est axée sur la résistance antimicrobienne, l'enregistrement et la qualité des produits vétérinaires avec un accent particulier mis sur les médicaments antiparasites. Lonsine Bakayoko y a assisté pour RTI. Dans le contexte de libéralisation des échanges de produits, le marché des médicaments vétérinaires connaît une expansion continue, engendrant de nouveaux risques sanitaires liés à la qualité de ces produits. Aujourd'hui, l'usage intempestif de ces médicaments vétérinaires, surtout des antibactériens, commence à inquiéter. Pour plusieurs infections affectant l'homme, comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie et la gonorrhée, ou l'animal, le traitement devient plus difficile, voire impossible parfois, du fait de la perte d'efficacité des antibiotiques. Une meilleure gestion de ces antibiotiques implique la mise en place d'une politique régionale. Nous appelons les autorités nationales à soutenir fermement tous les secteurs concernés en encourageant une utilisation prudente et responsable de bonnes pratiques et la mise en œuvre des normes et recommandations bien établies. Cette rencontre d'Abidjan devra donc permettre aux 24 pays présents de mieux identifier les causes et de disposer d'outils nécessaires à la formulation de nouvelles stratégies. Sur ce chantier, la Côte d'Ivoire a déjà un plan d'action qui n'attend que des financements. La communication et la formation y occupent une place importante, tout comme l'amélioration des mesures de prévention des maladies infectieuses, la mise à disposition de meilleurs outils de diagnostic, la réduction de l'utilisation, surtout abusive, des antibiotiques et le suivi de l'antibiorésistance. Ce plan d'action, qui sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, comporte au moins 3 axes stratégiques avec un objectif de réduction de 25% des risques liés à cette résistance antimicrobienne. Depuis 2012, date de retour sur son site de Bouaké, l'université Alassane Ouattara ne cesse de glaner les honneurs. Prix du meilleur enseignant et du meilleur étudiant de Côte d'Ivoire, sans oublier les importantes places raflées par les étudiants aux concours nationaux et internationaux, de quoi confirmer la place de leader de l'UAO au plan africain, voire mondial. La journée de vendredi a été dédiée à l'excellence, une façon pour les autorités universitaires de célébrer leur modèle de mérite et d'excellence. Reportage Alain Essois et Léon Bro, nos confrères de RTI Bouaké. Henri Ba, Joseph Kodissassi, Isiaka Kone, Honora Konakwadio. 3 professeurs titulaires, un étudiant de l'université Alassane Ouattara. Pour 2017, ils sont respectivement premier et deuxième meilleur enseignant-chercheur, puis meilleur chercheur et meilleur étudiant de Côte d'Ivoire. Ces lauréats de la 5e édition du prix d'excellence du président de la République Alassane Ouattara hissent ainsi leur institution au rang d'université nationale d'excellence. Un honneur bien savouré dans ce temple du savoir. Les enseignants, les étudiants, le personnel technique ont travaillé dans des conditions relativement difficiles. Et malgré cela, vous voyez que nous avons pu remporter tous les prix devant de telles situations, avoir les meilleurs enseignants de Côte d'Ivoire dans notre université, les meilleurs étudiants dans notre université. On ne peut qu'en être véritablement fiers. À ces distinctions s'ajoutent les nominés aux Olympiades du CAMES, tous des étudiants de l'université Alassane Ouattara qui vont représenter la Côte d'Ivoire à ce concours africain. Ce chapelet de mérite achève de promouvoir excellence et qualité de l'enseignement, 2 valeurs cardinales pour l'université Alassane Ouattara. La reconnaissance de leur université, une source de motivation pour ces lauréats qui promettent d'autres grands prix. On va poursuivre le travail, c'est un prix que nous avons obtenu et nous espérons que pour les autres années, nous obtenons encore d'autres prix et nous allons œuvrer pour que l'université Alassane Ouattara soit au cœur de la recherche en Côte d'Ivoire. C'est la joie, c'est la satisfaction. C'est d'abord de remercier le président de la République pour avoir initié ce prix, mais aussi au gouvernement
qui a permis l'exécution de ce prix. Le travail, ça paye. Donc j'encourage mes condisciples à se donner, à se mettre au travail. 2 années consécutives que l'université Alassane Ouattara rafle le prix du meilleur enseignant-chercheur de Côte d'Ivoire, après donc le professeur Francis Akindes en 2016, le professeur Henri Ba en 2017. Venons-en maintenant aux coopératives scolaires. Il s'agit pour certains établissements, en plus des cours dispensés, de créer des projets, notamment la culture hors sol, le tissage de pagnes baoulés, la couture ou la photographie. Quel est l'intérêt pour les élèves d'appartenir à une coopérative scolaire? Quelle est la position du ministère de l'Éducation nationale? Suivons ce reportage de Sephora Zegui et Christelle Menant. D'accord. Cet exercice, Aline et ses amis le font tous les matins. Membre de la coopérative scolaire du lycée Mami Oufouette-Fété de Bingerville, elle passe encaisser la somme de 200 francs CFA aux vendeuses du marché de leur établissement. Somme qu'elles reversent ensuite à leur caisse. À la fin de la journée, nous faisons des comptes. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me rend ambitieuse, moins paresseuse aussi. Et puis, ça nous permet d'acquérir plus de connaissances. Culture hors sol, élevage de poulets, couture, commerce, des activités qu'elles pratiquent dans le cadre de leur coopérative. Une coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif. Un mix entre vie associative et coopérative. Les ressources de la coopérative scolaire proviennent du produit des activités, de dons, de subventions et de cotisations de ses membres. Les versements sont volontaires. En aucun cas, il n'est exigé des parents une participation financière. Cette organisation-là est structurée avec un tuteur de coopérative, avec des encadreurs qui sont autour de cette coopérative. La fonction première des coopératives, comme je le dis, c'est de permettre aux enfants de construire des compétences. Même engouement au lycée Jeunes Filles de Yopougon. Ici, on confectionne des tissus qu'on revend sur le marché. Du batik, mais aussi de la photographie et du recyclage animent les heures consacrées à la coopérative scolaire. Les années antérieures au lycée, nous n'avions pas d'écriture sur nos tenues. Nous-mêmes, entre élèves du lycée, nous écrivions le nom de l'école sur nos tenues. Et nous remarquons que lorsque nous l'avons, les écritures s'effaçaient. Alors nous avons approché nos profs d'art plastique pour qu'ils puissent nous aider à fixer la couleur. C'est de là qu'est sorti le projet du club batik. Nous recyclons des pots, des plastiques et nous les découpons. C'est fait à la main par les élèves elles-mêmes. La coopérative scolaire n'est pas réservée au cycle secondaire. Les élèves de maternelle et du primaire sont aussi concernés. Au groupe scolaire Léon Robert dans la commune de Trècheville, ils ont entre 7 et 11 ans et font du tissage de pagnes baoulés. Une activité avec ses contraintes. Nous avons un seul atelier pour 16 enfants. Donc je ne peux pas travailler avec beaucoup d'enfants. Je suis obligé de travailler avec 2 ou 1 enfant. C'est intéressant parce que demain, ça va me donner du boulot. On n'a pas beaucoup d'ateliers. On veut que le ministère nous aide, qu'on aille beaucoup d'ateliers. C'est une activité scolaire pour améliorer la qualité de vie des élèves et surtout leur donner le goût de l'entrepreneuriat dès le bas âge. Si certains parents sont contre, ce n'est pas le cas de Dame Ramata qui vient d'acheter une robe confectionnée par des élèves. À partir de ce qu'elles apprennent dans leur école, je vois le résultat à la maison. Tout se passe bien et je pense que c'est une très bonne chose, les coopératives scolaires. Je ne suis pas trop d'accord pour les coopératives, pour les élèves. Parce qu'un élève ne doit pas suivre 2 choses à la fois. Il faudrait qu'ils suivent leur cours, puisque les parents payent les études pour que les enfants deviennent quelque chose demain. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on apporte son soutien aux activités coopératives. Un geste pour permettre aux élèves de développer leur leadership. Nous formons les encadreurs à la planification des activités, à la production agro-pastorale, et puis nous faisons le suivi au quotidien pour que vraiment les choses puissent s'améliorer. En Côte d'Ivoire, la coopérative a été introduite à l'école en 1968. Après les réformes entreprises par la tutelle, elle est aujourd'hui obligatoire pour les élèves de la maternelle à la terminale. On dénombre 2502 coopératives dans le préscolaire, 16 324 au primaire et 1641 coopératives dans le secondaire.
Sur les 20 467 coopératives que compte le pays, seulement 45% sont fonctionnelles. C'est un document signé Sephora Zegui, commenté pour vous par Christelle Menant. Dans le cadre de ses activités, le ministère de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique, en collaboration avec un cabinet, a organisé une formation au profit de son personnel et des structures sous tutelle. La formation a porté sur l'élaboration d'une stratégie de communication en période de crise. Les précisions de David Soyo et Serge Collier. Quelle attitude adopter en période de crise? Comment informer la population lors d'un dysfonctionnement ou d'une situation mettant à mal une structure ou un État? Autant d'interrogations qui ont amené les responsables du ministère de la Communication à renforcer les capacités des agents et membres des structures sous tutelle. Il s'agit de les outiller dans l'élaboration d'une stratégie de communication en période de crise. Répondre à un certain nombre de questions, donc informer dans un premier temps et après communiquer. Informer en répondant aux 4 questions, qui, quoi, où, quand. Mais ne pas mettre l'accent dans un premier temps sur le comment, sur le combien et sur le pourquoi. Parce que dans la position à chaud, on ne sait pas. Donc il faut pouvoir également identifier les sources crédibles. Les gens qui sont formés aujourd'hui seront des relais au sein non seulement de notre administration, mais aussi au sein de l'ensemble de l'écosystème pour qu'à terme, tout le monde comprenne l'importance de la communication de crise, qu'il y ait de lignes de communication claires qui soient définies pour que l'ensemble des acteurs de l'écosystème sachent comment réagir. Pour les participants, cette initiative vient davantage les instruire sur les questions de communication et d'information en période de crise. Au total, une trentaine de participants ont pris part à cette rencontre. L'objectif à rechercher est de prévenir et d'être réactif pendant les périodes de crise. Direction le palais de justice d'Abidjan. Selon l'acte d'accusation en février 2012, la direction de la surveillance du territoire était saisie d'un projet de déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara par des officiers de l'armée en exil au Ghana. Lida Kwasi Moïse comparaît en même temps que 3 militaires, le colonel Katenyatoa, le sergent Durambro et l'élève officier Zadig Baka, accusés de complot contre l'autorité de l'État. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. Lida Kwasi Moïse, l'ex-ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, devant la cour d'assises, poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. L'accusé s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Après plus de 3 heures d'interrogation, Lida Kwasi Moïse affirme ne pas avoir la capacité de déstabiliser le pouvoir actuel. Selon lui, il est impossible de faire un coup d'État vu qu'il ne dispose pas de moyens militaires. Avant lui, un autre de ses co-accusés, Paulin Katenyatoa, a comparu le mardi. Lui aussi a nié les faits de complicité dans le complot contre l'autorité de l'État. Lida Kwasi Moïse est détenu avec 3 autres militaires dont le colonel Paulin Katenyatoa, Serge Pacom Durand et Samuel Zadig Baka. Leur audition a débuté le 15 janvier devant la cour d'assises. La justice leur reproche une tentative de coup d'État contre le régime actuel. Lida Kwasi Moïse était réfugié à Lomé au Togo après la crise post-électorale de 2011. Il avait été pris avec des documents suspects visant à renverser le régime d'Abidjan. C'est en février 2012 que la direction de la surveillance du territoire DST a reçu une alerte sur la préparation d'un coup d'État au Ghana par des militaires. À la suite, Lida Kwasi Moïse a été arrêté et est en détention depuis octobre 2014. Le procès reprend ce jeudi 18 janvier. L'actualité internationale en bref et en images. Donald Trump met sa menace à exécution. Les États-Unis viennent de réduire l'aide de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'aide est divisée par 2. Sur les 125 millions de dollars qui devaient initialement être versés, seuls 60 millions ont été envoyés à l'agence. Et puis après la mise sous tutelle de la région autonome en octobre dernier, le nouveau Parlement catalan se réunit pour la première fois
toutefois, ce mercredi, les députés éliront en fin de matinée le bureau, l'organe qui veille au respect du règlement de l'Assemblée et qui devrait décider si oui ou non l'ancien président de la Generalitat, Carles Puigdemont, peut être désigné comme candidat à sa succession. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Bonne journée sur notre chaîne.